évitiez de donner le trousseau. Merci à vous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais vous donner peut-être un éclairage autour de 3 constats que je vais commencer par vous indiquer. En tout cas, je crois qu'il s'agit de 3 constats. Évidemment, tout est discutable. Et je voudrais en tout cas essayer de vous donner, si je puis dire, une grosse idée, une grosse clé qui permet de comprendre, je crois, de façon tout à fait exceptionnelle, à proprement parler, une partie du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. 3 constats, donc je commence par là. Premier constat, tout le monde l'a dit, c'est une banalité, nous vivons dans une société dans laquelle les peurs prolifèrent. Tout le monde l'a dit, encore une fois, c'est une grande banalité. C'est vrai que nous nous rendons compte que nos concitoyens, nous-mêmes, avons peur de 1000 choses. Nous avons peur, je le disais hier, du tabac, de l'alcool, du sexe, de la vitesse, des délocalisations, de la Turquie, du poulet, de la côte de bœuf, de 1000 choses chaque année. À peu près certain que l'année prochaine, ce seront les nanotechnologies. Nous avons une espèce de prolifération des peurs. Et en effet, on a autour de cette prolifération des peurs, vous évoquiez tout à l'heure le discours de Seyer, on a en effet un clivage politique manifeste derrière ce constat. C'est que, en gros, les libéraux, les chefs d'entreprise disent cette peur c'est mauvais, le risque c'est bien et nous incarnons le risque, et ils stigmatisent ceux qui se retrouvent en effet dans cette logique de la peur. Je crois que le problème n'est pas là. Toujours dans mon premier constat, la vérité, c'est que ce qui est nouveau, ça n'est pas la prolifération des peurs, je voudrais que vous réfléchissiez à ça, mais c'est la déculpabilisation de la peur. Les Français ont toujours eu peur. Si vous lisez Astérix a peur que le ciel lui tombe sur la tête. La peur n'est pas une nouveauté, c'est une passion aussi ancienne que l'humanité elle-même. Ce qui est nouveau depuis une trentaine d'années en Europe, c'est la déculpabilisation de la peur, c'est-à-dire le fait que, notamment à travers les mouvements écologistes contemporains, la peur est présentée comme un facteur de sagesse ou de prudence. Le propre des mouvements écologistes, je pense en particulier à un écologiste allemand qui a été en Allemagne le pape de l'écologie contemporaine, qui s'appelle Hans Jonas, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le principe responsabilité, et qui dit qu'il y a une heuristique de la peur. Ça veut dire quoi derrière le jargon ? Ça veut dire que la peur nous aide à devenir plus raisonnables dans une perspective qui est celle du principe de précaution. Et donc, la caractéristique principale, me semble-t-il, par rapport à cette question de la peur depuis une trentaine d'années, c'est pas tant la prolifération des peurs que, encore une fois, le fait que la peur est présentée comme une passion positive, comme une passion qui va nous conduire à plus de sagesse. Pour le dire là encore très simplement, quand j'étais petit, on nous apprenait aussi bien à l'école que dans les familles que la peur, c'est pas bien. On nous disait un grand garçon, ça n'a pas peur. Et on était encore dans un discours de la virilité, on n'était pas encore dans le féminisme, à tort probablement, mais c'était comme ça. Et on nous disait en gros, devenir adulte, c'est surmonter les peurs. La peur est une passion honteuse, la peur est une passion qu'on ne doit jamais mettre en avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation a changé. Je ne le dis pas pour plaisanter ni pour faire l'intéressant. Je l'ai noté comme un souvenir, je n'ai pas reçu une seule délégation syndicale dans mon bureau de ministre en 2 ans sans que le premier mot ne fût invariablement « Monsieur le ministre, nous sommes très inquiets ». Et c'est ça qui est important, c'est cette déculpabilisation, encore une fois, d'une passion qui, naguère encore, il y a peu de temps, était une passion honteuse. C'est ça qu'il faut retenir, à mon avis, si on veut comprendre le sens de cette prolifération des peurs, qui, encore une fois, en tant que prolifération, n'est pas quelque chose de nouveau. Deuxième constat, si vous le permettez, la difficulté du métier de politique aujourd'hui est liée au fait que nos concitoyens sont partagés entre 2 peurs fondamentales qui sont symétriquement opposées. En gros, et pour aller très vite, pour gagner du temps, pardonnez-moi d'être un peu brutal, mais c'est juste pour qu'on se comprenne mieux, il y a d'un côté une France qui est tétanisée d'angoisse à l'idée qu'on ne s'adapte pas à la mondialisation. Cette France qui est tétanisée d'angoisse à l'idée qu'on ne s'adapte pas à la mondialisation, elle craint quoi ? Le déclin. C'est le discours des déclinologues aujourd'hui. Elle craint que, ne s'adaptant pas aux contraintes de la mondialisation, la France devienne comme l'Argentine dans les années 50 et que le déclin se profile à l'horizon.
Cette France-là, elle vote plutôt oui à l'Europe, elle est plutôt libérale, elle est celle des chefs d'entreprise et elle va voter Nicolas Sarkozy aux prochaines élections, pour dire les choses très simplement. Et puis vous avez une autre France qui est tétanisée d'angoisse exactement pour la raison inverse. Cette France-là, elle a peur du dumping social, elle a peur que s'adaptant à la mondialisation, le résultat de l'opération, ce soit la précarité, ce soit, comme je le disais à l'instant, le dumping social, ce soit la loi de la jungle, ce soit la compétition généralisée entre les êtres humains. Et le problème politique aujourd'hui, c'est que ces deux France-là ont raison toutes les deux d'une certaine façon. En tout cas, elles ont toutes les deux des raisons. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui gagnent aujourd'hui entre le RMI et le SMIC plus 30%, c'est-à-dire quelque part entre 500 € et 1 200 €, vous ne pouvez pas leur demander d'être des fanatiques de l'adaptation de leur pays à la mondialisation parce qu'ils ne voient absolument pas l'intérêt qu'ils ont à cette adaptation et ils n'en mesurent que les risques. Et donc ça dépend, je dirais, du point de vue qu'on a sur la chose. Ce n'est pas les uns ont raison, les autres ont tort. Bien sûr, du point de vue du système économique, ceux qui veulent s'adapter à la mondialisation ont raison, mais du point de vue des passions politiques, il faut comprendre les deux France auxquelles nous avons affaire aujourd'hui, et quelqu'un qui veut être président de la République ne peut pas jouer une France contre l'autre, ça n'est pas raisonnable. Troisième constat, et puis après, j'essaierai de vous donner l'idée à laquelle je tiens. Pour l'instant, pardonnez-moi, j'en suis encore aux banalités. Il y a eu dans notre histoire deux poujadismes. Le poujadisme, vous savez ce qu'on appelle le poujadisme, c'est ce mouvement né donc avec Poujade dans les années 50, qui est un mouvement, disons, de critique tous azimuts de la classe politique. En gros, le premier poujadisme, il dit quoi? Il dit les hommes politiques sont tous des pourris, ce sont des fauchetons, des menteurs, ils s'en mettent plein les poches et ils ne s'intéressent pas à vous ni à la France. C'est le discours classique du premier poujadisme. Aujourd'hui, la situation a, j'allais dire, malheureusement changé. Non pas que j'aime le premier poujadisme, loin de là, mais je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens, dans toutes les enquêtes d'opinion, ça se vérifie, ne reprochent pas aux hommes politiques d'être des pourris. Ils savent qu'en gros, les hommes politiques ne sont pas plus menteurs ou pas plus fauchetons que la moyenne des autres corporations, ou en tout cas pas beaucoup plus, ou pas tellement plus. Mais ce qu'ils pensent en revanche, c'est que les hommes politiques sont incapables de régler les problèmes qui sont ceux de la France aujourd'hui. 78% des Français pensent que les hommes politiques n'ont plus de pouvoir sur le monde et qu'ils ne pourront pas régler des problèmes comme le problème du chômage, le problème du retour de la croissance, et que cela, par un biais ou par un autre que nos concitoyens ne comprennent peut-être pas, mais en tout cas, ce qu'ils pensent, c'est que les hommes politiques sont incapables d'avoir une véritable efficacité sur le cours du monde. Ils pensent en gros que même s'ils sont de bonne volonté et honnêtes, eh bien, ils arriveront toujours trop mous et trop tard. Qu'il s'agisse de la traçabilité des OGM, par exemple, ou qu'il s'agisse de la question du chômage, ou de la question de la dette, ou du déficit, ou de la croissance, eh bien, l'idée qui gagne l'esprit de nos concitoyens, c'est que de toute façon, l'action politique n'aura qu'une efficacité extrêmement limitée. Et donc, on a affaire à un autre poujadisme, si je puis dire, un autre type de défiance à l'égard de la classe politique, qui n'est plus lié au fait que cette classe politique serait particulièrement malhonnête, mais au fait qu'elle est particulièrement inefficace. Au fond, le sentiment de l'impuissance publique gagne du terrain dans toute l'Europe aujourd'hui. Et c'est, à mes yeux, le problème numéro 1 de la politique actuelle. Je voudrais essayer de vous expliquer pourquoi ces trois constats, en vous donnant une idée que je trouve personnellement géniale, j'espère vous faire partager ce sentiment, et qui est une idée qui gagne du terrain, qui apparaît dans les années 20 en Europe sous des formes diverses, et qui est l'idée que la mondialisation est un système économique et politique dans lequel nous vivons ce que j'appellerais une véritable dépossession démocratique. Autrement dit, une perte de contrôle sur le cours du monde, sur un cours du monde qui aujourd'hui très largement nous échappe. De sorte que, à mes yeux, la question politique numéro 1 par rapport au problème de la peur et par rapport au problème de la responsabilité, c'est, pour le dire simplement, comment reprendre la main. Je vous explique ça en 10 minutes maximum. Première idée,
ou première partie de l'idée plutôt, le premier visage de la mondialisation